Je suis toujours avec Marie Kentros, porte-parole des courtiers en assurance, pour ce 12e et dernier épisode hors série du podcast de la franchise en prime en lien avec le congrès FEPRABEL. Mais last but not least, on termine ces enregistrements avec Patrick Cohert, le chef d'orchestre, pour reprendre la métaphore de Martine Gilson, le CEO de FEPRABEL. C'est évidemment un grand plaisir, un grand honneur, surtout pour moi qui suis l'extérieur du jour. On va pouvoir parler avec Patrick évidemment de ce congrès. C'est pas un grand secret de dire que c'est une très belle réussite, mais on va un petit peu refaire le film, refaire l'histoire, et notamment des grands moments de ce congrès. Moi, j'aimerais bien aussi en profiter pour essayer de connaître un petit peu mieux Patrick Cohert, pas uniquement le CEO de FEPRABEL. On va voir ce qu'on arrive à le faire se découvrir. On va parler de manière peut-être un peu plus sérieuse des enjeux. Au moment où on enregistre ce podcast, on n'a pas encore voté. Au moment où vous l'écoutez, je ne pense pas encore qu'on ait un gouvernement, mais en tout cas, on a voté. Et donc, les défis, les combats, oserais-je presque dire, de FEPRABEL qui sont repris dans le mémorandum politique sont, à mon avis, plus que jamais d'actualité. Donc, voilà un peu le menu du jour. Mais avant de plonger dans ce menu, moi, Patrick, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Patrick Cohert ? Bonjour à tous, bonjour Jean. Comment dirais-je ? Je suis avant tout un passionné. Je crois que c'est ce qui peut qualifier le plus de tout ce que je fais. Et j'essaye de bien le faire, même si je fais beaucoup de choses, mais j'essaye quand même de tout faire. Je suis généralement assez ordonné, efficace et pragmatique surtout. Donc je ne suis pas quelqu'un à m'inquiéter et à me reposer des questions, etc. Je ne dis pas que le doute n'est pas là, mais quand on a pris une décision, on avance. Voilà. Donc, je dirais que... Alors, dans la vie professionnelle, j'ai été courtier un peu par hasard. Je raconterai ça une fois, si vous voulez. Ah, je veux bien. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Non, c'est pas une longue histoire. Je suis tombé dans l'assurance un peu par hasard. C'est vrai. Et puis voilà, et c'est comme ça, j'y suis resté. Oui, manifestement, oui, pas qu'un peu. Et donc, j'ai été courtier pendant 27 ans. Et puis, j'avais déjà beaucoup de fonctions en FEPRABEL, puisque j'étais président de la Chabra à 29 ans, donc c'était assez rapide. Et j'ai pris des fonctions et à un moment donné, en 2007, le président André Lamotte m'a dit « Tu veux pas, on a besoin de toi un peu plus que... » Peut-être que je faisais déjà 2 plein temps, un au bureau, un ici, et maintenant je fais 2 plein temps à FEPRABEL. C'est un peu ça. Il y avait déjà un directeur ou un CEO à l'époque, où la fonction a été créée on avait toute pièce? La fonction telle que je l'occupe a été créée, mais la fédération a été créée aussi, parce que quand nous, on avait un directeur qui était un juriste qu'on avait récupéré du Congo, parce que le grand bureau de courtage dans lequel il travaillait, il ne savait pas comment faire en Belgique, donc il l'a calé à FEPRABEL. Et il avait son bureau, c'était plein de naphtaline, il n'y a rien qui bougeait, enfin, c'était épouvantable. Et quand moi je suis arrivé à FEPRABEL dans les années 90, on avait 3 dactylos. Maintenant, on a une équipe quand même avec des tas de gens qui ont d'autres compétences. Et des anecdotes aussi, c'est en 95, quand il y a eu la loi Cohenberg, qui est notre première loi de statut qu'on attendait depuis 1937, puisque FEPRABEL s'est créé pour donner un statut aux courtiers d'assurance. C'était le but de la création de FEPRABEL. Et le but aussi était de fédérer les chambres syndicales, qui étaient déjà très puissantes à l'époque, que ce soit la chambre de Bruxelles, la chambre de Liège et bien sûr la chambre d'Anvers, qui était la plus puissante. Et donc, ces chambres-là existaient, je crois que Chabra, c'est en 1903. Les autres, c'était même avant. De manière séparée, donc, elles se sont mises ensemble en 1937 et on a créé FEPRABEL. Et ils ont créé le BIPAR aussi, qui est la Fédération européenne. La même année, d'ailleurs. Donc, voilà un peu le cheminement.
Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais si, t'en arrivais à ce moment-là pour prendre la main vraiment opérationnelle. Oui, la loi Cohenberg. Je suppose des missions qui se sont ajoutées au fur et à mesure. Parce qu'à l'époque, au début, avec 3 dactylos, j'imagine qu'on ne savait pas abattre le même travail et se pencher sur toutes les questions d'aujourd'hui qui, en partie, n'existaient pas d'ailleurs. Je dis, on suivait maintenant. Ouais. Et en 95, justement, je me rappelle Alain Miermante, qui était président, me téléphone la veille, il dit une réunion pour la présentation de la nouvelle loi avec les CEO des compagnies, avec Joseph de Médée notamment, je me rappellerai toujours. Je me suis retrouvé dans cette réunion, j'étais à la rue. Je n'en touchais pas une, quoi. Alors, j'ai l'air de tomber sur mes pattes, donc ça ne s'est pas trop vu, je crois. Mais je me suis dit, en sortant de là, plus jamais ça. Je veux que la compétence par rapport au métier de courtier soit dans les mains de la Fédération des courtiers, pas dans les mains des compagnies ou de tiers ou d'autres. Ouais. Et donc, on a travaillé à ça. Et je pense que maintenant, nous sommes la référence en matière de loi, d'IDD, de toutes les lois qui concernent les courtiers, l'AML, etc. Nous sommes la référence. C'est les compagnies qui viennent nous demander. C'est vrai. Okay. Donc, c'est ça que je voulais. Donc, on a mis un niveau de qualité et un niveau de service extraordinaire. Je me sens obligée de déjà demander, parce que on l'avait un petit peu plus loin dans notre menu et Martine Gilson, la présidente de FEPRABEL actuellement, l'a un petit peu évoqué la fois passée. On a bien compris donc, que FEPRABEL est très importante pour les courtiers en assurance. Si FEPRABEL les accompagne et les aide, notamment au niveau législatif, mais ce n'est pas obligatoire d'être membre de la fédération en tant que courtier ou intermédiaire d'assurance. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de le rendre obligatoire ? Alors c'est un dossier qui revient très souvent. Je pense qu'il y a plus à perdre qu'à y gagner. D'abord parce qu'on a une profession réglementée par une autorité qu'est la FSMA. Donc on remettrait une couche à côté. Je ne pense pas que la FSMA est prête à déléguer une certaine part de son autorité. Donc on va remettre 2 couches. Je ne suis pas convaincu. De plus, il faudrait aussi... À FEPRABEL, il y a quand même un niveau de qualité. On ne prend pas tout le monde. Oui. Donc ça, c'est embêtant. Parce qu'à partir du moment où c'est obligatoire, on doit prendre tout le monde. Et je pense que c'est important, la qualité et les autorités... Tu peux m'expliquer, moi qui suis externe, quand tu dis on ne prend pas tout le monde, et j'ai une sous-question pour y voir clair, grosso modo, la proportion de membres, non-membres, et du coup, on ne prend pas tout le monde, ça veut dire que certains courtiers ou intermédiaires pourraient se voir essuyer un refus parce qu'ils ne répondent pas à certains critères, oui, c'est ça? Exactement. D'accord. C'est dans notre statut, et c'est assez régulier, et tout est justifié, analysé, donc ça ne peut jamais être une distorsion de concurrence, ni partisan, ni rien, mais il y a des règles qui vont généralement plus dans la déontologie et la compétence et l'image que... Donc il y a quand même un peu cet aspect-là, et ça c'est bien, c'est positif, parce que je réfléchissais aussi à cette question dont parle Marie, avec mon prisme, moi, d'avocat, qui suit par contre dans quelque chose de un véritable ordre avec l'aspect disciplinaire. C'est évidemment obligatoire, on ne peut pas être avocat sans être inscrit au tableau de l'ordre, etc. Mais donc du coup, il y a quand même, ne serait-ce que par le filtre à l'entrée, les conditions de... Nous, on a notre déontologie qui a été écrite, etc. Il y a quand même aussi ces critères-là. Alors, comme tu disais, il y a toute la réglementation FSMA qui représente une grosse partie, et on est aussi dans une forme de déontologie quelque part. Mais il y a en plus, quelque part, je ne vais pas dire que FEPRABEL est elle-même une autorité un peu réglementaire, mais en tout cas, elle fixe un cadre. Oui, on fixe un cadre parce que je dis toujours que le problème du courtage, la concurrence pour les courtiers, la plus dangereuse au niveau de l'image, ce sont les courtiers qui ne font pas bien leur métier. Parce que là, le client est vraiment trompé. Il est chez un courtier, il n'y a pas. Et donc là, il y a une distorsion. Quand le client est à sa banque ou en direct, il sait où il est, ça ne va pas, on peut critiquer. Mais quand il est chez un courtier, c'est toujours embêtant. Alors, il y en a assez pour trouver le bon courtier. Et ce n'est pas parfois toujours que le courtier n'est pas bon, c'est qu'il n'y a pas d'adéquation avec le client. J'ai une théorie de dire que la force du courtage en Belgique, parce qu'on héritait grâce à tout ce qu'on a mis en place au niveau de la fédération, enfin, c'est pas nous, mais il y a Brocom, il y a Portima, des tas d'outils qu'on a mis en place qui n'existent pas dans d'autres pays et qui permettent d'avoir
j'aime pas le mot petit parce que ça ne veut pas dire grand-chose, des bureaux de plus petite taille ou des TPE ou des PME qui sont tout à fait performantes grâce à tous les outils qu'on a mis en place. Et donc, la force du courtage, c'est sa non-homogénéité. C'est exactement ça. Donc, parce que ça permet à chaque citoyen, à chaque entreprise, à chaque Belge, de trouver un courtier qui lui ressemble. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est extrêmement important. Tu connais les dessins où tu regardes le chien et puis tu vois le maître derrière. Ben nous, c'est ça. Tu vois les clients, tu vois le courtier derrière ou l'inverse. Et il y a une typologie. Ça se ressemble. Alors, c'est un peu caricatural, mais je crois que c'est fondamental. Et donc, il faut cultiver cette diversité. Ce qui est évidemment un peu compliqué parce que chacun a sa petite chose. Et donc, quand on fait du marketing et qu'on dit « il est comme ça », il n'est pas toujours comme ça. Alors, il faut prendre des choses un peu moins percutantes en disant il est proche de vous. C'est moins percutant. Tandis que s'il dit il est beau, il est fort, il est grand, on comprend mieux. Donc, oui, mais je veux dire, c'est ça qui veut dire. Donc, le courtage, c'est vraiment la force, c'est sa proximité. On a un membre dans chaque code postal Bruxelles et Wallonie. Non, Uccle, Liège, je ne dis pas, mais il y a chaque code postal, donc regroupement de communes, il y a au moins un courtier tout près. Donc, on a cette proximité et cette ressemblance, je vais dire, et cette diversité. Ça, c'est extraordinaire, quoi. Il faut cultiver ça. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est le cas. Et tu parlais des images, pas toujours... Enfin, qu'il faut essayer de trouver un juste milieu entre tous les profils très différents des courtiers, les B2B, les B2C, ceux qui sont dans des niches, ceux qui font des généralistes, entre guillemets. Mais des images comme votre courtier, il est proche de vous et il est là, notamment en expertise, des choses comme ça. Là, je crois que ça reste quand même très percutant. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque professionnellement, je suis un peu lié à ça. Oui, tu parles du fait que les courtiers sont là en expertise et... c'est vrai que Martine nous a raconté que les courtiers étaient sur place lors des inondations qui ont eu lieu la semaine passée, la semaine encore avant, dans le Brabant wallon. Ne parlons même pas de celles qui ont eu lieu en 2021, oui, déjà. Est-ce que au niveau législatif, donc on va faire un petit saut vers le mémorandum, il y a eu... la loi sur les catastrophes naturelles en 2023, on en parle dans le mémorandum. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'explications et réexpliquer un petit peu tout ça et donner un petit peu le point de vue de la fédération? Pas les formules de calcul. Patrick l'adore pourtant. Je dis, quand on montre la formule, parfois des journalistes, ils comprennent que c'est compliqué parce que je me rappelle toujours, lors des premières inondations, je crois que c'est Daniel Welter, de l'RTBF, qui dit « Mais c'est quand même incroyable, vous ne parvenez pas à donner un chiffre de plafond ». Évidemment, le chiffre de plafond, il est calculé sur l'encaissement réparti de l'année N-1. Voilà. Donc, quand on est au mois d'août, on n'a pas encore tous les chiffres de l'année d'avant, et donc on ne sait pas calculer le plafond. Donc, je lui ai envoyé la formule. Il m'a dit, ah oui, je comprends. Mais il n'y a personne qui lui avait dit ça, donc c'est assez... Non, je pense que les catastrophes naturelles et la couverture est vraiment un désastre, je dois dire, avant la lettre, on fait tout à l'envers, mais alors à un point, c'est un effet papillon à l'envers. Alors, tant qu'on touche du bois, on bricole, mais on n'a pas pris le dossier. Vous savez que j'ai dû aller avec mon collègue Jean-Jacques Surny de l'UPCA expliquer à l'attaché de cabinet qui s'occupe des assurances chez Lermang lors de la précédente législation qu'est-ce que c'était de la réassurance et que si on voulait couvrir les catnats, il fallait quand même mettre un peu de réassurance, sinon ça ne marche pas. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de catnat, il n'y a pas de réas dans ce qu'on a fait. Or, c'était faisable. Les Français ont un très très bon système, je pense, qui pose quand même des problèmes aussi de rentabilité, mais ils ont une réassurance d'État qui complète. Ce n'est pas l'État qui est vraiment en première ligne. Nous, on met l'État en première ligne au-dessus du plafond, ce qui n'est pas techniquement raisonnable. L'État sera là vraiment très haut, mais il faut 3 couches. Et nous, on a fait un système à 2 couches pour et amortir encore une demi-couche. Pour amortir, oui, pour le risque majeur, c'est ça. Alors, je vais dire... en plus, on a, après cette loi qui date de 2004, je pense, ou 2007, on a encore fait pire, c'est qu'on l'a régionalisé en 2014. Donc, les catnats, c'est vraiment un problème de masse critique et de répartition. Donc, l'assurance, il faut du volume, tout le monde sait ça.
Et nous, on l'a coupé. On l'a coupé en petits bouts, puisqu'on a mis la région bruxelloise, la région wallonne, la région flamande. Et l'État s'en est frotté les mains. Or, c'est une matière... Alors, je dis, on a l'Europe, on parle souvent de l'Europe, mais je ne comprends pas pourquoi l'Europe ne s'occupe pas des matières. Alors, parce que ce n'est pas électoral, les gens ne comprennent pas. Mais il est évident que les catastrophes naturelles, ça doit se régler au niveau européen. C'est ça. Les risques majeurs doivent absolument être réglés au niveau européen. Et on fait l'inverse. Et on fait l'inverse, on le coupe en petits morceaux. Et ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Donc, actuellement, on a un système où on a augmenté le plafond x4, je vais dire. Donc, on va peut-être se retrouver aux alentours de 2 milliards de couverture, en sachant qu'on est déjà à 2,7 milliards pour ce qui s'est passé en 2021. Donc, c'est même déjà pas assez. Et alors, toute la procédure qui fait que l'assureur ne connaît pas son plafond. Donc, théoriquement, il ne s'est quasi pas indemnisé. Il pourra indemniser sa quote-part quand il aura fait ses chiffres avec tous ses collègues, généralement 1 ou 2 ans après. On ne peut pas dire ça aux citoyens. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire ça aux citoyens. Il faut trouver des solutions où l'assuré est indemnisé, point. Et pas commencer sur des calculs. On verra en plus. Ouais. Bon. Donc, c'est cela qui pose problème. Et on n'a pas pris on l'a pas mis au bon endroit, on l'a pas pris. Et je dis, c'est un beau sujet européen. Je ne comprends pas que on mette parfois... et qu'on fasse l'inverse, du coup. Puisque plutôt que d'essayer de faire monter à l'échelon européen, on le ramène à l'échelon régional, ce qui est évidemment, effectivement, un peu un non-sens. Pour sortir un petit peu de la discussion technique, moi, ce qui m'intéresse aussi un petit peu, c'est d'essayer de savoir un CEO de FEPRABEL, et il y a d'autres représentants d'autres fédérations, ce lobbying politique, parce que bon, c'est comme bien ça dont on parle. Ça se passe comment ? C'est essentiellement et avant tout les discussions en réunion avec les représentants des cabinets, avec une réunion, une deuxième, une troisième, et puis on attend de voir comment ça passe. Est-ce que c'est quand même surtout en coulisses que ça se joue ? Est-ce que de toute façon c'est un travail de longue haleine et qu'il faut amener le dossier 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois ? Est-ce que ça dépend beaucoup des personnes ? Comment on fait quand on s'est fixé cette mission de dire bon, ça, il faut que je fasse percoler ce message, parce que nous, on est les professionnels, c'est pas qu'on veut dire qu'on sait mieux que les autres, mais c'est notre métier et donc on a le quotidien, on veut parvenir dans ce système politique qui n'est pas toujours facile, je ne vais pas dire à comprendre, mais à influencer, parce que c'est très court-termiste. Et donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour être persuasif, efficace ? Il n'y a pas de formule miracle, j'imagine. Non, mais c'est très ingrat, parce que les gouvernements ils changent assez fréquemment, les ministres aussi. C'est vraiment du relationnel qu'il faut mettre les fils ensemble. On est parfois très déçus, on est parfois très heureux des contacts qu'on a. Ça dépend du ministre, ça dépend de son cabinet, ça dépend de sa politique. Donc, quand j'ai eu des relations, je pourrais expliquer tous les cabinets. J'ai eu des relations... je dirais, différentes chaque fois, et c'est un relationnel qu'on doit remettre en route. Alors, c'est pas du grand spectaculaire, c'est vraiment des contacts personnels qu'on a dans les cabinets avec les gens de terrain, etc. Et je dis, c'est pas une matière, l'assurance n'est pas une matière qui fait déplacer les foules et qui intéresse. Je raconte toujours, et il est retiré de la politique, donc il ne m'en voudra pas, mais quand Charles Piquet était ministre... de l'économie, de la ville et de la transition. Enfin, il avait un truc. Et je dis à son chef cabinet, que je connaissais bien, Bertrand Leton, je dis écoute, je serais bien que je rencontre ton ministre une fois qu'on se voit. Et il dit, moi, ça fait 3 mois, je ne l'ai pas encore vu. Et alors, j'ai vu Charles Piquet, et alors, il me dit, oui, l'assurance, oui. Il dit, j'ai 24 compétences, tu sais, mais l'assurance, c'est la 25e. Donc voilà, c'est anecdotique. Et c'est un homme très chouette, et on a pu travailler, je veux dire. Mais, donc, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très technique, qui bouge pas les foules. Et on travaille avec des slogans, et on travaille avec des choses. Je vais dire, on travaille avec des slogans, quoi. Et on sort dans la presse, comme les Catnat. Quand vous lisez les Catnat, vous lisez le journal, même les journalistes, ils disent c'est formidable. Mais quand on analyse bien le dossier, c'est pas du tout formidable. Il manque plein de choses. On a fait un truc, oui, c'est mieux un plafond plus élevé, je dis pas ça, mais ça n'a pas beaucoup de sens. On ne résout pas le problème. Et tous les textes qu'on a maintenant, en tout cas sous cette législature, précédente, puisqu'on sera passé les élections, sont de très mauvaise qualité. On le dit dans le mémorandum politique. Je suis effrayé par la non-qualité
du texte en lui-même et des conséquences. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas le problème. On fait... Je me rappelle du temps où Bernard Dubuisson était président de la commission des assurances, avec Jean-Paul Cotter de Testachat, où on s'étripait. Mais il y a des négociations qu'on a menées pendant des mois, très compliquées, tous ensemble. Et on est arrivé à des compromis, des consensus, des textes qui fonctionnaient, qui étaient relus, qui étaient... De qualité, avec quelqu'un comme Bernard Dubuisson. Comme je dis toujours... Dermagne est avocat et je crois qu'il prépare son boulot pour quand il reviendra avocat, pour avoir des litiges partout et aider ses collègues, quoi. C'est tout ce qu'il a réussi à faire. Je suis désolé de dur, mais c'est pas possible. Les derniers textes qu'on a, la loi sur la résiliation, là, on réinvente, on prend des concepts. Le type qui écrit ça, il sait pas que une assurance non professionnelle, ça n'est pas une définition en termes d'assurance. Et il l'utilise dans la loi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Donc, on fait n'importe quoi. Donc, je dis, c'est vraiment incroyable. Et je vois ça au niveau européen aussi. Souvent, avec le BIPAR, je suis dans des réunions. On voit que les gens qui sont là sont des gens bac plus 22, 6 diplômes, super intelligents. Mais ils n'ont jamais vu un client. Ils n'ont jamais été sur le terrain. Et donc, on nous fait faire des fictions. On nous fait faire des fictions au niveau... approche de client. En vie, vous devez, avant de parler de la moindre chose d'un produit, vous devez d'abord mettre le client sur le divan pendant 3 heures pour bien tester. Et puis maintenant, il faut lui faire un scanner, passer, un IRM, oui, et puis écho. maintenant, en plus, un examen pour savoir s'il comprend quelque chose, et tester son QI. Et puis quand vous avez fait tout ça, il dit, je vais quand même te parler d'un bon produit. Il y a 1 heure qui est passée, c'est jamais comme ça qu'on fait. Et donc, chaque fois qu'il y a des contrôles, je dis au courtier, rappelez-vous bien que c'est comme ça que vous faites. Bon. Ben oui. Mais ça ne sert à rien. Il est où ton divan ? C'est fiction. Mais non, mais ce que je veux dire, je dis aux évidemment. politiciens, ça ne sert à rien. Écrivez, je ne dis pas qu'on ne doit pas s'enquérir de tout ça, mais dans l'ordre où on fait les choses et pas créer des fictions. Et donc, c'est épouvantable d'avoir des gens comme ça. Et j'étais à Paris au Sénat dans une réunion avec des représentants européens, etc. Et il y avait un sénateur français qui est agent général en Normandie, 3 jours dans sa Normandie, 3 jours au Sénat à Paris. Et je fais cette intervention en disant, essayez de faire des choses qui collent à la réalité. Parce que c'est ça la difficulté des courtiers, c'est faire des choses qui ne collent pas à la réalité. Donc on doit toujours faire semblant et on essaye de mettre des ronds dans des carrés pour dire, je suis en ordre. Ouais, non. Je veux dire, les buts sont vraiment les mêmes. Nous, on veut des clients bien servis, un marché honnête, correct et transparent. On n'a aucun problème là-dessus. Bien sûr. C'est la manière de le mettre en route qui est compliquée. Et donc ce sénateur au cocktail après, il vient me dire, il me dit, je crois que tu as raison. Il me dit aussi, moi, je ne suis pas sénateur, quoi. Bougez, quoi. Et là, voilà. Et c'est une vision parfois dichotomique ou parfois bloquée de la situation. Je me rappelle à Francfort, à IOPA, où il nous partait, c'était quand on a lancé l'époque, donc la gouvernance des produits. Hein. Et lui, le mec qui expliquait ça à IOPA, c'était manufacturer, distributor. Donc pour lui, il y a le fabricant du produit et le distributeur du produit. Mais c'est pas ça le marché. Dans tous les pays, surtout la France qui a beaucoup d'imagination, il y a de tout. T'en as qui font un petit bout, il y a tout dans tous les sens, quoi. Donc dès qu'on lui posait une question, je dis oui, mais un courtier qui a une délégation ou un courtier qui a ses propres conditions générales. Non. Manufacturer. Vous vous débrouillez pour faire rentrer le triangle dans exactement, un rond. Ça doit rentrer là-dedans et oui. vous démerdez. Et donc, tant qu'on a des fictions, actuellement, la distribution chez nous, c'est courtier-agent. Ou direct. Ouais. Mais direct, Ouais. voilà, c'est tout. Quand vous regardez, alors on a créé, mais avec... ça c'est aussi une anecdote, parce que ce qu'on appelait ce qui sont maintenant les souscripteurs mandatés, les courtiers, les agents qui sont mandatés. Les agences de souscription. Les agences de souscription, voilà, c'est le thème qu'on appelait ça comme ça. Donc maintenant, c'est souscripteurs mandatés. Depuis tout le début, je disais au président Servet, on a un trou là, vous les mettez dans le bocal avec les courtiers, mais sorry, quand ils font pas les mêmes choses, ils sont plus assureurs, mais ils sont pas assureurs. Je veux pas qu'ils deviennent assureurs parce qu'ils ont des spécificités. Ils sont plus manufacturers que distributeurs. Enfin, ils font les deux, quoi. Voilà. On lui dit, alors, il y en a combien? On dit 20, 30. J'en fous, ok. Bon. Non, mais c'est ça, c'était exactement ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de problème, ça fonctionnait bien. Mais on calquait une législation de nouveau qui ne clopait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'était Van Overtveld qui était ministre des Finances, et il y a le Brexit. Et là, on nous réquisitionne pour aller vendre la Belgique, pour attirer les Lloyds à Bruxelles. Et là, on dit à Van Overtveld, on a quand même un problème. C'est que les Lloyds, c'est des souscripteurs, des agents de souscription, vont se tomber dans un truc,
En un mois, on avait une loi. Ah ben ouais. Pas parfaite, mais on l'avait. Et voilà. Donc il y a des circonstances. C'est ce que je dis. C'est ça, le lobbying politique. Il faut rien lâcher, être tout le temps là. Et il y a des slots, des moments où on avance, des moments où on n'avance pas. Mais il faut être présent, il faut être la référence, il faut être écouté. Il faut. Je dis, il y a des cabinets où j'avais vraiment un très bon contact avec le responsable assurance on discutait de ces. À un moment donné, je faisais les réponses parlementaires. Et je lui donnais la réponse politiquement correcte qu'il devait faire, mais je lui donnais quand même la réponse très Feprabel en disant, si je faisais ça 3 fois, j'étais mort évidemment. Donc je lui donnais les deux en disant, voilà ce que nous, on voudrait, mais voilà l'équilibre et voilà ce qu'il faut répondre politiquement correct. Et on parlait. Et donc il y a des fois, mais j'ai pas eu ça... Quand tu auras fini ta mission chez Feprabel, tu ne feras pas une petite pige comme chef de cabinet, non? Ça pourrait solutionner pas mal de problèmes. Figure-toi que j'ai postulé... Ça arrangerait Feprabel, en tout cas. J'ai postulé quand Sabine Larue, la monnaie était pressentie. Okay. Je la connais bien, postulé. Je lui ai fait offre, j'ai déposé mon CV à ce niveau-là. Je suis peut-être pas assez politique et peut-être trop connoté aussi, parce que les assureurs, je veux dire, nos relations sont excellentes et tout, mais... c'est peut-être mieux quand je suis pas là, quoi. Oui, ça c'est le rapport de force. Voilà, c'est l'autre lobbying, on va peut-être pas en parler en long en large, mais c'est l'autre partie du lobbying, c'est la gestion du rapport de force avec les compagnies au nom du courtage. Et c'est peut-être au moins aussi important, si pas encore plus important que le lobbying politique. C'est d'autres... là, on est dans le privé. Donc j'aime le privé, non. J'aime bien... Non, quand je dis privé, je veux dire par rapport à la gestion publique, c'est la gestion de sociétés privées. J'ai un exemple que les courtiers vont comprendre. Quand il y a une expertise, il faut y être. Et souvent, j'ai été à des expertises où j'ai rien fait. Je me suis simplement mis autour de la table avec mon dossier. Tout se passe bien. Je n'étais pas là, ça se passait pas bien. J'ai jamais... Enfin, je sais pourquoi, mais... Voilà. C'est souvent un peu la même chose avec les compagnies. Il faut être là. Oui. Et je vois très bien, parce qu'on a un petit peu ça, nous aussi, je vois bien que quand je suis présent, moi en tant qu'avocat cette fois-ci, mais c'est un rôle aussi un peu de conseiller, d'accompagnateur, c'est pas du tout la même chose que quand on n'est pas là, ce type de réunion. Donc rien que ça, effectivement, c'est pas une question de vouloir venir, là je parle du courtier, de venir se battre nécessairement, c'est au moins la présence, et c'est finalement ça, le rôle du courtier. Et ce qui m'amuse beaucoup par rapport à Feprabel, je vais dire, c'est qu'un jour, un collaborateur m'a dit, oui, mais quand vous êtes en réunion, vous faites peur. Alors, ça m'a un peu... Après, c'est peut-être toi personnellement, plus que le courtier de manière générale, mais ça, c'est encore autre chose. J'aime pas ce mot parce que c'est une très mauvaise compétence et une très mauvaise utilisation. Je pense que j'ai surtout une capacité de trouver des solutions. Je suis quelqu'un qui cherche des solutions. J'ai une formation de médiateur, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, je dirais, dans ma vie aussi. Il y a quelques moments forts comme ça. Okay. Et cette formation de médiateur, ça m'a vraiment apporté. C'est au tribunal du travail, quand j'étais juge social, la présidente, Régine Beaune, avait décidé on était d'accord que beaucoup de litiges n'avaient pas leur place au tribunal. Sincèrement, quand on voit, la moitié, on les règle avec un tout petit peu de... C'est quand ça environ? 2004. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui... 2004, je suis juge depuis les années 90, mais Régine avait décidé au tribunal de travail de Bruxelles. C'est précurseur, parce qu'aujourd'hui, c'est la norme. Il y a même, le code judiciaire impose même de tenter un mode alternatif de résolution de conflit avant la procédure elle-même. Je ne suis plus agréé parce que je n'ai pas fait mes formations et que je ne veux pas en faire une activité. Par contre, j'utilise ça tout le temps dans ma vie de tous les jours, pour résoudre des litiges entre courtiers, entre compagnies, etc. La technique est assez extraordinaire, très manipulatoire, je vais dire. Mais ça, c'est... Non, la manipulation, c'est... Non, mais je ne dis pas qu'il faut être manipulateur, mais c'est un atout de connaître un minimum les biais cognitifs, de connaître un minimum la manière dont on fonctionne. Mais on est manipulateur naturellement. Je veux dire. Et donc, c'est comme, je dirais, on parle tous français et on fait de la prose sans le savoir, mais vaut mieux bien le faire. Donc, comme on manipule naturellement, autant avoir une bonne formation pour savoir ce qu'on fait. Et c'est extrêmement... sur la chose. On avait eu un cours de communication non violente avec Jean Creuil-Plante, qui est un bâtonnier qui est décédé d'ailleurs. Et j'ai été vraiment fort bousculé parce que c'est vraiment très fort. Hein. On peut vraiment, avec des gens un peu faibles, on peut vraiment bouger les lignes, je trouve. Et alors, à midi, à la pause, je lui dis, écoute... Tu nous as quand même... J'ai l'impression que tu m'as donné un bâton de nitroglycérine, comme ça, que je dois faire très, très attention, parce qu'on peut vraiment faire des dégâts avec ça. Il m'a regardé, il m'a dit, oui, mais toi, je sais que tu es sage et tu l'utiliseras avec
intelligence et sagesse. Et alors, tu dis, c'est pas ça que j'attendais, mais Mais je oui, l'entends, j'ai encore des frissons parce que ça vous met la responsabilité. Et ça, c'est pour revenir au début de l'interview. Si on retient ça de moi, j'aime bien cette image-là. Ouais. Mais oui, c'est très beau. Et ceci dit, ça peut être transposé. Je ne sais pas si on peut en profiter pour faire la transition, mais ça peut être transposé à n'importe quel outil un peu puissant. L'IA. Oui, bien C'est sûr. ça ma transition. Finalement, c'est la même chose. Bien sûr. Ça dépend dans les mains de qui on la met. Et donc, tu parlais de médiation, c'est le même principe. Si on commence à avoir une forme de pouvoir de persuasion ou un outil de niveau digital, ben, ça dépend des intentions derrière, évidemment. J'ai repris dans un éditeur récemment un petit bouquin de BD de Vos, il s'appelait, qui était l'histoire des armes à feu au fil du temps. Paraît que tu apprécies beaucoup la bande dessinée. J'aime beaucoup la bande dessinée. J'ai appris ça. Mais j'ai un petit peu vendu la Très mèche. belle collection de bandes dessinées. Je suis assez fan et assez... je suis aussi membre de la faculté, la FTTT, la faculté Typhon-Tirneson de tintinologie, Allez. où nous travaillons là-dessus. Dont je découvre l'existence, je veux bien l'avouer. Nous travaillons là-dessus et nous, on se réunit une fois ou deux par an et on a des conférences et des travail sur Tintin profondément. Donc c'est amusant, ça détend. C'est les loisirs, voilà. Tu vois, les loisirs. J'en voulais, voilà, magnifique. Du coup, je t'ai coupé. Oui, et donc, cette BD raconte l'histoire des armes à feu. Et il y a un petit bonhomme qui explique, et alors, pas à chaque page, que je crois que c'est à chaque page, j'ai regardé le bouquin, c'est pas à chaque page. Souvent dans l'histoire, on a le petit bonhomme qui dit, mais avec une arme pareille, la guerre devient impossible. Et donc, je pense que toute l'évolution et le progrès de l'humanité qu'on vit, ça n'est que ce que l'homme en fait. Et donc, ce qui compte, c'est la sagesse des hommes sur laquelle on doit travailler, c'est l'humain, pour que toutes les avancées technologiques restent positives. On peut prendre le nucléaire, on peut prendre les armes, on peut prendre tout ça. Aux yeux d'Einstein, quand ces théories se transforment en l'arme la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Et c'est là que l'IA, c'est ça. Donc il ne faut pas le rejeter du tout, mais il faut chaque fois mettre de l'éthique, de la déontologie, de la réflexion et peut-être de la nuance aussi. Je pense que dans le monde dans lequel on vit, la chose dont on a le plus besoin, c'est le droit à la nuance. Le droit à la nuance et le droit à s'écouter et à pouvoir se dire tout et à travailler ensemble. Je pense que ça, c'est très important. Ça, j'ai appris dans ma vie à écouter. Je crois qu'il faut écouter avant d'agir. C'est fondamental. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, hein, ceci dit. C'est un effort. Non, mais parce que je l'ai en tête aussi et il faut parfois... je suis en train d'ailleurs de faire un effort pour bien t'écouter et moins te couper. Mais c'est vrai que c'est une démarche à avoir. L'écoute, tout commence par là. Le dialogue commence par l'écoute. Mais au congrès, justement, on a pu écouter Hugues Bersini, qu'on a aussi accueilli sur le podcast. C'est d'ailleurs le premier numéro à être sorti. Donc, il a discuté avec Jan Peters, qui est le CEO de Portima. Ouais, donc, petit rappel, juste pour ceux qui n'ont pas Hugues Bersini en tête. C'est un chercheur et professeur reconnu de l'ULB en matière d'intelligence artificielle. Donc, on a eu la chance de l'accueillir sur ce congrès. L'émergence rapide de l'intelligence artificielle fait très peur, et pas seulement au courton d'assurance, mais dans pour toutes les professions au final. Tu as tenu à inviter Hugues Bersini lors de cet événement. Qu'est-ce qui se passerait si, pour un courtier en assurance qui refuserait en fait l'intelligence artificielle, qui se dirait non, moi ça m'intéresse pas, je ne veux pas. Résistance au changement, quoi. Voilà. Ouais. Oui, mais c'est la société, c'est inéluctable. Je pense que il y avait un article dans l'école, je ne sais plus qui disait que les sociétés qui ne s'adapteront pas mourront plus vite. C'est tout. On peut survivre, mais il ne faut pas le rejeter. C'est même pas une question de changement. C'est améliorer sa vie. Qui refuse je veux dire, si la machine fait quelque chose mieux que l'humain, mais je vois pas, enfin je sais pas, je comprends pas où est le problème. Et je dis pas que, je dis toujours, il y a la voiture, mais on marche toujours tous, on marche même parfois pour le plaisir. Donc c'est pas parce que la machine fait certaines choses, c'est pas parce que la machine va rédiger des bons textes ou des bonnes interviews qu'on peut pas l'écrire soi-même, on peut réfléchir. Oui. Donc je dis tout ça est plus une question d'outils. Je pense qu'il faut surtout pas en avoir peur. Si on prend l'histoire du progrès de l'humanité, le progrès a toujours créé plus d'emplois et d'activités qu'il n'en a perdu. Ça disparaît. On dit toujours que dans 20 ans, 90% des métiers n'existent. Des métiers qui seront en vogue dans 20 ans n'existent pas encore aujourd'hui. OK, mais ça va se remplacer. Oui. Et celui qui est immobile, qui ne bouge pas, etc., il va avoir des problèmes.
Mais bon, est-ce qu'on veut une société immobile tournée vers le passé ou est-ce qu'on veut une société qui vit dans l'avenir, dans l'amélioration, etc. Il faut toujours faire attention que le progrès reste synonyme d'amélioration et de confort. Mais quand on regarde les chiffres, et souvent on est défaitiste, etc., mais quand vous regardez le niveau de vie, la mortalité infantile, enfin, tous les curseurs, on est tous mieux qu'avant. Hein. Donc il y a des biais, il y a des problèmes, mais dans l'ensemble, la société fonctionne mieux. Donc on aime bien se plaindre, dire c'était mieux avant, etc. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je trouve que... Ceci dit, c'est cyclique et générationnel. Hein. Je veux dire, chaque génération... Socrate critiquait les jeunes qui ne comprenaient rien, qui n'avaient rien fait de l'avenir. Hein, donc on peut retrouver Maintenant, les textes, c'est vrai qu'on peut quand même comprendre un courtier, ou en fait, comme on le dit là, n'importe quel autre professionnel, hein, finalement, se sentir peut-être un peu perdu et avoir même une forme d'appréhension, voire de peur. Mais c'est souvent lié alors à une forme de méconnaissance, parce que ce qu'on ne connaît pas fait peur. Je pense que FEPRABEL, l'exemple type, Marie, tu viens de le dire, inviter un professeur d'UNIF qui est un véritable spécialiste pour venir déconstruire un peu des mythes, ça c'est des initiatives formidables parce que ça permet de se rendre compte. Déjà lui-même le dit, il dit ChatGPT, ça nous a surpris, on l'a pas vu venir. Et donc c'est bien, c'est rassurant de se dire que même les experts... C'est ces codeurs et ces chercheurs qui auront le plus de risques pour leur propre job. Évidemment, c'est pas toujours les métiers qu'on voit, j'allais dire. La matière, Internet... Je veux dire, on va sans doute supprimer des emplois peu qualifiés. OK. Et je ne veux pas faire de politique, mais je pense qu'il y a peut-être des concepts qu'on devrait remettre en question. J'aime bien dire ça et je sais que ce n'est pas souvent apprécié, mais est-ce que l'homme est fait pour travailler ? Ah, ça, on est un peu dans Est-ce que l'homme est fait pour travailler aujourd'hui. Il y en a qui aiment bien, mais moi, je trouve que obliger les chômeurs à travailler, non, leur donner la possibilité de travailler, oui. Mais ceux qui n'ont pas envie, ça ne sert à rien. Quoi. Ils vont pas faire un travail de qualité. Je suis convaincu qu'on va évoluer vers... On va vers une allocation universelle, on va quelque chose, mais on va vers une société où le travail a été vraiment... érigé en valeur. En valeur. Et je sais trop. Je ne dis pas que ce n'est pas une valeur non plus, hein, que c'est... tout travail mérite salaire, c'est bien. Oui. Mais c'est un concept, pour moi... judéo-chrétien qui est dépassé. Il faut que la société évolue dans toute sa manière de penser là-dessus. Et peut-être qu'on est une société plus équilibrée. Maintenant que ceux qui ont envie de travailler, on ne les emmerde pas non plus, qu'on les laisse travailler aussi. Hein, parce que des fois, on a avec le droit, en droit du travail, mais des moments on est un petit peu coincé. Hein. Donc je trouve que tout ça est un peu dommage et on n'a pas... il faudrait alors... je ne vais pas dire ça parce que je ne voudrais pas être oiseau de mauvais augure, mais... On n'a pas... Actuellement, on est une société qui, depuis la fin de la guerre 1945, bricole. C'est-à-dire qu'il y a eu des grandes réformes, la création de la sécurité sociale et des choses comme ça, et les Nations Unies. Enfin, il y a eu une volonté de dire plus jamais ça. Mais depuis lors, on a bricolé là-dessus. On n'a pas refondé. On n'a pas à me donner... La sécurité sociale est un exemple extraordinaire. C'est un bazar. J'ai donné cours de droit social. J'étais juge social, donc c'est un bazar. Enfin, c'est un avocat, quoi. Avec des bazars, des trucs. C'est affolant. Et au plus on publie. Peut-être un jour repenser et repartir à zéro. Hein, d'arriver à remettre une société à zéro. Enfin, pas à zéro, mais en repensant l'ensemble de la société pour qu'elle fonctionne mieux à partir de... Et pas... Quand vous voyez Van Peteghem, moi, la réforme fiscale, je un peu regardé, mais c'est très intelligent ce qu'il a fait. Il a équilibré ça. Mais vous ne pouvez pas y toucher et ce n'est pas passé parce qu'évidemment, si vous rééquilibrez, il y en a qui payent plus, il y en a qui payent moins. Et donc, ceux qui payent moins, ils la ferment et ils serrent les fesses en disant ça va passer. Et ceux qui payent plus, ils rouspètent terriblement. Donc, c'est quasi impossible de réformer pour le moment dans le monde dans lequel on vit. Et je pense que c'est dommage. Et on n'a pas des hommes politiques qui ont la possibilité. Ce n'est pas une critique sur les hommes. Hein. Je pense que on n'a pas des hommes politiques qui ont la possibilité, dans le système électoral dans lequel on vit, de travailler en se disant on construit et voilà. À FEPRABEL, je peux remercier mes conseils, mes présidents et l'histoire. On m'a donné le temps de construire, de faire avancer avec essai-erreur. Hein. J'ai pas eu, on n'a pas tout réussi. Hein. On s'est planté sur des trucs, hein. Mais dans l'ensemble, on a réussi à construire avec la liberté qu'on m'a donnée de créer et d'apporter beaucoup de choses. Je pense que c'était pour moi l'essentiel, c'est de pouvoir apporter plein d'idées.
Je pense que, comme je dis, j'en ai une par jour. Oui. On les réalise pas toutes. Il y a un groupe WhatsApp d'ailleurs qui a été créé pour ça, mais heureusement tu l'alimentes pas trop, sinon mais on c'est parce que j'y deviendrait fou. pense pas. Tu me rappelles moi ça. Mais donc je dis, Heureusement, on amène des projets et ça avance. Et là, c'est formidable parce que quand il y a beaucoup de projets, s'il y en a un qui n'avance pas ou un dont on ne trouve pas le financement ou quoi, c'est pas grave. Il en reste plein à côté. Ouais. Si vous focalisez sur un truc dans votre vie, s'enferme tout s'écroule le jour pas où celui-là il va pas. Ouais. Donc ça, c'est ma philosophie, c'est de faire beaucoup pour avoir beaucoup de satisfaction et permettre d'avancer, de faire avancer la profession, de faire avancer FEPRABEL à ce niveau-là, quoi. Ce que devrait peut-être faire le monde politique s'il veut un peu se poser, prendre de la distance et de la hauteur pour légiférer de manière un petit peu plus long-termiste, c'est par exemple assister à l'histoire l'histoire de l'économie, Marc Isaïe et Rock Bruno Economy Coleman, Timeline. avec la perspective de l'histoire du rock, se poser, et c'est ce que FEPRABEL a proposé en tout cas à ses courtiers. Je pense que ça allait vraiment dans le bon sens. Je dis ça, c'est pour revenir sur le congrès, c'était ma transition. Mais je suis désolée, j'ai envie de te couper parce que j'avais envie de faire un petit tour sur ce que Patrick a dit par rapport aux valeurs du travail. En fait, c'est quelque chose qui est très très moderne. Moi, je suis à cheval sur 2 générations. La génération juste au-dessus de moi, il faut travailler comme des fous. Si on ne travaille pas toute la nuit et si on fait un 9-17 classique, c'est très mal vu. Par contre, la génération en dessous, là, si je dis que je travaille tous les soirs jusqu'à 20h, on va juste me dire t'es pas capable en fait de faire ton travail dans un temps imparti. Et je caricature un petit peu, mais donc ce que tu dis en fait, c'est, je sais, tu fais une tête. Vous ne voyez pas Patrick, mais il n'a pas l'air tout à fait d'accord, mais il va expliquer après. Allez sur YouTube, voilà, comme ça vous pourrez regarder tout ça avec voir les images aussi. Les générations ont évolué, donc ce que Patrick dit, je trouve, est très moderne et on évolue. Et je ne sais pas si c'est à cause justement de la génération qui se trouve au-dessus de nous qui fait qu'on refuse en fait ce qu'on nous donne, ou est-ce qu'il y a autre chose. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas. On a un petit problème générationnel aussi, justement, dans le courtage, entre autres. Et peut-être que cette différence de mentalité joue sur le fait qu'il n'y a pas encore suffisamment de jeunes qui s'intéressent au métier de courtier, qui s'intéressent au métier du courtage en général et au secteur de l'assurance. Ça, c'est un phénomène plus général d'image du secteur. Je pense que là, il y a beaucoup de travail à faire dans la communication, dans les contacts. Et il y a des efforts qui ont été faits. Je vois la différence. En 40 ans, on a progressé aussi. Hein, ne critiquons pas trop. C'était quand même beaucoup plus négatif au début de ma carrière. Donc, il y a quand même beaucoup d'évolution. Mais il y a encore des choses à améliorer. Et ça fait partie de l'image pour attirer. Je veux dire, le métier peu connu. Il faut, je dirais, montrer les côtés positifs de l'assurance. Généralement, on en garde un côté négatif, obscur, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Dire l'assurance, c'est simple. C'est la plus belle hérésie qui soit. Dire en 2 clics, je suis assuré. Non, tu es peut-être mal assuré. Et tu es peut-être bien assuré. Ça, c'est vrai. Mais peut-être que tu n'en sauras rien. L'assurance, c'est un service à effet différé et hypothétique. Beaucoup de mots. Donc, ça veut dire que non seulement il y a peut-être des gens qui sont très, très mal assurés, qui ne s'en rendront jamais compte. Et il y a peut-être des gens qui sont très bien assurés et qui vont avoir un problème juste dans un trou de souris qui n'était pas. Et auquel personne n'a pensé, personne n'a... voilà, donc c'est plus dans la communication, je pense que c'est très, très important dans l'écoute du client, de bien voir où sont ses attentes. Les besoins, on sait faire. Le courtier, les besoins, il s'en sort très bien. Mais les attentes, c'est ça. Et il y a tellement de choses. Et donc... Et souvent, c'est un problème d'expérience. Moi, je pense qu'au fil de ma carrière, j'ai beaucoup appris et j'ai vu les écueils, les problèmes, etc. Et les problèmes qui ne sont pas nécessairement de l'assurance. Ce sont aussi des problèmes de droit. Des problèmes de droit. Je vais vous raconter une anecdote, mais c'est que ça convie. Heureusement, c'est un client que je n'avais pas racheté qui s'était créé avec moi. Il avait construit son entreprise, 200 personnes, c'était mon plus gros client. Okay. Et il me téléphone un lundi matin, il me dit « Ah, on a volé ma camionnette, qu'est-ce que je fais, une déclaration de vol ?» Je dis « Voilà, la police, etc. » Puis je dis « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit « Tu te rends compte, j'ai 2 ouvriers, ils sont partis à la Côte d'Azur avec. » Et là, j'ai dit « Mais c'est pas un vol. » Et donc,
C'est pas couvert, évidemment. C'est un détournement. C'est pas, je ne dois pas expliquer ça à l'avocat. Mais il m'a... Enfin, j'ai rattrapé, hein, mais je peux vous dire que j'ai dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Je ne lui ai pas bien expliqué ça. Donc, ouais, c'est le genre de choses qu'on apprend au fil du temps. Se dire, c'est vrai ça. Et donc, c'est plutôt dans les questions et dans les choses de bien communiquer et d'essayer que le client ait compris le plus possible et qu'il pose les questions. C'est comme dans toutes les professions. Hein. Si on ne se projette pas bien avec un minimum d'empathie dans la situation de son client, on croit qu'il sait tout ce qu'on sait, évidemment. Moi, je suis professionnel, je connais mon contrat, je connais mes conditions, et donc il faut être capable de se mettre à sa place dans ses chaussures, pour prendre la métaphore, et de se dire, bon, voilà, moi, j'ai une camionnette, je pars du principe que tout ce qui est lié à cette camionnette, c'est couvert. Ben non. Ou alors, il y a d'autres garanties. Donc, voilà, c'est tout ce travail de vulgarisation qu'on doit encore faire, d'expliquer. J'ai fait des podcasts à l'époque, on avait 1 minute sur... DH Radio 5 minutes tous les jours. On a fait beaucoup au fil du temps et je crois qu'on doit continuer. J'ai fait j'avais un cours de vulgarisation que je donnais dans les chambres de commerce, pour les créateurs d'entreprises, etc. Et je les boostais sur le fondement de l'assurance et pas sur on a fait de l'assurance un produit marketing. Où on couvre la tablette qui est tombée dans l'aquarium, qui est les gars. Mais c'est pas pour ça qu'on s'assure, quoi. Hein. Et donc, je suis toujours... et je me rappelle toujours que je les prenais et j'expliquais les fondations. Et puis, je leur dis, mais ce qui est important quand même, c'est... Qu'est-ce qui est important dans une assurance? Alors, on me dit le prix, les garanties. Je dis, ce qui est important, c'est ce qui n'est pas couvert. Oui. Posez d'abord, quand j'avais des inspecteurs, je disais toujours, dis-moi ce qui n'est pas bon dans ton produit. Je m'en fous, ce qui est bon, je vais me débrouiller. Dis-moi les points négatifs du produit. Je disais, après, donne-moi les conditions générales. On va regarder, on va lire les conditions générales. Donc, et aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes en général, je leur dis, vous roulez en voiture, tous? Vous roulez tous en voiture? Si vous avez un accident en sortant, alors un accident grave, hein, avec beaucoup de blessés, un bus de jeunes sportifs d'une équipe que vous renversez, 18 blessés graves. Tous étudiants en Polytech. Voilà, tu as un haut potentiel. Combien votre assurance va payer pour les dommages? Alors là, il y a un blanc, hein, un gros blanc, gros blanc. Hein. Et alors on me dit 1 million, 2 millions, 50 millions. Alors je leur dis, écoutez, si vous avez des contrats pareils, vous laissez tous vos clés là, vous ne roulez plus en voiture, hein, parce que le risque que vous prenez, c'est... une victime, ça peut coûter 200, 300 millions. Surtout. Tu sais. Donc, ça, c'est ma spécialisation. Et alors, je confirme. on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience, quoi. Parce que quand on voit encore des RC médecins à 3 millions, je suis désolé, on n'est pas assez. Donc, le plafond est quelque chose qui est tabou et qui est un point essentiel dans l'assurance. Parce que l'assurance, c'est pour quand on a un gros sinistre, et pas pour payer une tablette qui est tombée dans l'aquarium. Je ne dis pas que ça ne peut pas l'être, hein, que c'est des gadgets, mais il faut revenir aux fondamentaux de l'assurance. Et donc, il faut expliquer ça aux gens aussi qui reviennent à ça. Parce qu'à force de faire des gadgets, ils ne vont pas toujours bien. Donc, ça crée souvent des désagréments, ça des dénature discussions, un peu l'image, comme tu dis, parce qu'on finit par croire que l'assurance, ce n'est que ça, alors que, comme tu le dis très bien, c'est bien autre chose, et c'est éviter des catastrophes de vie, parce qu'évidemment, un plafond qui n'est pas assez élevé, on est sur la paille pour toujours, et puis, Souvent, vous demandez à un client, quel est votre risque majeur? Moi, j'ai eu des clients qui me disaient, je dois être assuré. Je dois être assuré, pourquoi? Et souvent, on vous dit, on est assuré. Okay. Sur quoi? De la RC, du corporel, je sais pas. Tu sais pas, bien sûr. Non. Les clubs de foot, c'est extraordinaire. Les clubs de sport, regardez les assurances. Vous êtes assuré. Ok, c'est quoi? Je peux avoir le contrat? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on couvre? Moi, je me rappelle, mon fils faisait du foot quand il était petit. Je crois que tu avais 1 000 € de frais médicaux dans le contrat. Oui, je vois très bien ce type de contrat. Oui, je foutais avec ça. Et une IP à 10 000 €. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Donc, je pense que l'assurance est mal comprise dans ses fondements, etc. Et donc, c'est un travail, mais ça, c'est un travail qui devrait passer dans les écoles. Il faudrait avoir des cours. Alors, on va mettre plein de choses. Hein. Déjà, il y a les VRAS, puis il y a les 2 heures de philosophie. Et puis mais moi, avec l'assurance, on dit, bon, ok, les gars. Mais peut-être que ça serait plus facile. Oui, ça serait peut-être plus facilement accepté. Les cours de finance sur les VRAS. Mais mais c'est très marrant parce qu'on est allé à l'initiative de Wikifin quand ça a été créé. Il y avait une réunion au Palais d'Egmont. Et j'étais côté Robin, porte-parole d'Assuralia, et on est passé, et mon collègue néerlandophone,
et on est passé auprès de la communauté flamande. On a été très bien accueillis et les cours sont intégrés. Et à la communauté, ça s'appelait francophone, ça s'appelait pas Wallonie-Bruxelles encore, mais là, on a été jetés comme des malpropres, comme des sales capitalistes qui veulent influencer les jeunes pour leur vendre nos produits de merde. Wautier et moi, on s'est regardé, c'est pas ça qu'on fait, nous, au contraire. Donc voilà, et il n'y a pas, du côté wallon, francophone, il y a une réticence à ça, qu'il faudra un jour percer, parce qu'elle n'a aucun sens. Par contre, du coup, tu parles d'Assuralia. Moi, il y a une initiative que j'aime bien, parce qu'on travaille nous-mêmes sur la question, c'est langage clair. Et nous, on est aussi un peu dans ce qu'on appelle le legal design, donc c'est un peu la même idée. C'est des infographies qui permettent d'expliquer des concepts. Tu parlais des trous de couverture. Expliquer une exclusion, une déchéance, la différence entre les deux, etc. Si on reste dans la technique, autant même pas essayer. Or, je trouve que c'est hyper important et pas que vis-à-vis du grand public, des assurés, des preneurs, même parfois vis-à-vis des courtiers, je trouve que c'est bien. Alors, il y a la formation permanente, il y a plein de choses, tout ça, et je prends des exemples qui sont peut-être un peu simplistes, mais je pense qu'à un moment donné, il faut essayer d'expliquer mieux pour comprendre et sortir des images un peu caricaturales, tu parles de la tablette dans l'aquarium, etc., mais vraiment d'expliquer ce dont on parle pour encourager les gens à comprendre les risques qu'ils encourent et du coup à prendre peut-être des initiatives plus proactives. Et ça passe par des explications plus accessibles. Nous, on travaille par exemple sur tu vois, des conditions générales qui ne seraient plus comme aujourd'hui 50 pages de texte que moi-même, on sait bien que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais je n'épluche pas pendant 3 heures les 50 pages de conditions générales. Si je lis les conditions particulières, c'est déjà bien. Dans les dossiers, je les lis, quand mais je veux dire, quand je m'assure. Et donc voilà, là, ça doit être des pistes de travail assez intéressantes, je trouve. Oui, certainement. Mais pour les conditions générales, il y a des outils qui font ça beaucoup mieux, sur des mots-clés, on peut demander de la comparaison dans les textes. L'intelligence artificielle fonctionne quand même très bien là-dessus. Et donc là, on peut gagner énormément de temps. Mais et puis il y a des fiches aujourd'hui quand même. Je pense que c'est surtout... le problème, c'est on améliore le collectif, mais pas assez. Et donc, je dis toujours, c'est comme vous avez un bocal d'eau pure et vous mettez une goutte d'encre, c'est foutu. Et donc, il faut qu'on combatte les gouttes d'encre partout. Et il y en a encore beaucoup trop. Et donc, c'est le combat individuel de chaque personne qu'on doit former. Je pense qu'actuellement, on est au niveau de la prise de conscience et du déclaratif. C'est comme quelqu'un, quand il commence son discours, il dit « je ne vais pas être long », c'est mauvais signe. Donc, quand un assureur vous dit, non, je vais le dire gentiment, mais quand un assureur vous dit « on va être très clair pour tout vous expliquer », c'est plus du déclaratif. C'est comme le greenwashing, c'est un peu le même style au niveau de la déclaration. C'est comme si on avait dit au début de l'épisode, on est parti pour un quart d'heure. Oui, c'est ça. Je veux qu'on rende ça dans les faits. Et je veux qu'on rende ça dans tous les services. Parce que dans une compagnie d'assurance, les services ne sont pas transversaux. Et l'instruction que reçoit le commercial n'est pas l'instruction qui est reçue en production et n'est pas l'instruction qui est reçue en sinistre. Et vous devez gérer ça comme ça. C'est cloisonné, quoi, un peu. Et donc, un jour, j'avais un sinistre avec un ancien d'une compagnie d'assurance qui était dans le commercial et qui avait une note qui n'était pas la même que ce qu'on lui disait en cas de sinistre. Tant que vous ne réglez pas ça, ça ne va pas aller. Et tant qu'on a quand on voit des cas parfois où la mauvaise foi de certains, et je ne dis pas des assurants en général, mais certains gestionnaires, disons ça, ça, c'est une catastrophe. Et ça pollue toute l'image. Il m'est déjà arrivé de dire, ça sert à rien de mettre des budgets d'Ambrocom pour essayer d'avoir une bonne image sur le canal de distribution, si c'est pour me faire un truc pareil, où vous sabotez tout, puisqu'on sait que le mécontentant, il va en parler à plein de monde, etc. Donc, il y a un travail beaucoup plus... il y a un travail beaucoup plus large à faire là-dessus, sur la confiance, le fonctionnement de l'assurance. Je crois que ça, c'est fondamental. Mais... ça prendra du temps. Je dis, on s'améliore. On s'améliore vraiment, oui. Je vais devoir être un petit peu rabat-joie. Je suis vraiment désolée. On arrive au bout du timing. Donc, on peut peut-être aborder nos 2 dernières questions pour clôturer. Peut-être juste avant la question, un mot très vite quand même sur le congrès, parce que on n'a pas réussi à revenir dessus très vite. C'est une réussite, ce congrès. Moi, je disais, j'ai adoré l'idée d'amener à côté des ateliers peut-être plus techniques, formation permanente. Je parle en tant qu'extérieur, même si je les ai reçus, ces gens, donc j'étais quand même de l'intérieur aussi, mais faire venir Jean Covici, rien que ça,
pour parler des Féliciter enjeux Marie, climatiques. faut féliciter Marie. Ça fait le lien. Bravo Marie d'avoir réussi ce lobbying. C'était une autre forme de lobbying, mais de parler avec un expert de ce niveau des enjeux climatiques, ça fait le lien avec les catastrophes naturelles. On en a parlé. Hugues Berzini, on l'a évoqué sur l'intelligence artificielle. Olivier Torres, incroyable, qui vient parler. On a parlé un peu de l'évolution du marché du travail, qui vient parler de la santé de l'entrepreneur. Ça, c'est génial. Est-ce que c'est d'ores et déjà la même démarche pour l'année prochaine, peut-être aussi sur 2 journées, j'imagine que c'est encore en discussion. Non ? Non, je pense qu'on a plus ou moins validé les valises en conseil d'administration hier, donc ce sera le 3 et le 4 avril, ce sera 1 jour et demi, donc ça c'est coupé le poire en deux, en gros, à peu près, je crois, on verra. Top. Alors 1 jour et demi, si c'est midi ou c'est 2 heures, 3 heures, mais on a tenu compte de l'ensemble, on fait quelque chose. On a fait un questionnaire, Marie a lancé un questionnaire très très fouillé, un peu long mais très intéressant. De satisfaction après, ok. Oui, j'aime pas le mot satisfaction, c'est plutôt de comporter un retour, oui. d'avoir vraiment des informations utiles. C'est pas du style, est-ce que vous êtes content? Oui, non, d'accord. J'ai rien à en faire. Ouais, Donc bien sûr. on a été assez loin là-dedans. Faut trouver le fil rouge, on a réunion, je crois, cet après-midi. On va essayer de trouver déjà un fil rouge, faire un save the date, y aller. Mais j'ai dit, ça va peut-être être la transition aussi. Moi, j'ai encore sans doute 2 congrès à faire maximum. Ok. Alors, je serai peut-être encore là, mais je veux dire, on va vers la fin. Donc, je voudrais que ça soit pris en main, parce que l'équipe a beaucoup travaillé. C'est pas moi qui fais tout, vraiment. Mais le concept, l'idée, mon relationnel... Torres, c'est moi, il y a Yann Covici, c'est Marie qui est allée chercher, mais je l'avais rencontré à Paris. L'idée, il y a tout un... Bersini, c'est un copain du NIF, donc... J'adore. Tout à coup, j'ai pensé à Bersini, je dis, parce que je voulais... En fait, j'avais demandé à Yann Peters avec qui il voulait faire le duo-duel, mais ça me plaisait pas ce qu'il me disait. Et tout à coup, je dis, merde, on s'était plus parlé depuis 30 ans. Si tu te rappelles, il se rappelait et tout. Et en plus, sa femme a été la prof de morale de mes enfants. Donc le monde est... C'est chouette. Et je suis content de l'avoir revu lui aussi. Voilà, le monde est petit, c'est chouette. Et ça, c'est les idées qu'on doit avoir dans l'avenir. Pour l'année prochaine, on a déjà 2 choses qu'on peut annoncer. On va essayer que cette fois-ci, il n'ait pas une réunion FMI, mais quand même commencer avec un duo entre Servet et Pierre Hunch. Okay. Je pense que ça, tout le monde l'attendait, mais ils étaient ensemble au FMI, donc on pouvait rien faire, et peut-être qu'il y aura une autre réunion. Mais ils ont le temps de bloquer l'agenda. Oui, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça peut tomber dessus par la suite. Et puis on dit le FMI, FMI, sorry, je comprends. Torres revient parce que Torres, il a été... plébiscité à un point incroyable, et tous ceux qui ont été là ont trouvé ça fabuleux, mais il fait pas recette. Quand on dit Torres, on me dit maintenant, oui. Oui, mais il est venu créer ça. On va le faire revenir pour nous remettre ça, et puis maintenant on va compléter le reste du programme en améliorant, etc. Donc on est... Non, le problème du congrès, je dis, c'est que je voudrais passer la main, comme on dit, et le problème du congrès, c'est qu'on a mis la barre tellement haut. Chaque année, plus redescendre. Chaque année, toujours plus haut. L'année passée avec Barnier, avec Barnier, on a quand même fait un grand coup. C'était quand même un grand moment aussi. C'était bien. Et je dis, Barnier, c'est aussi un hasard, quoi. Je veux dire, c'est un jour, j'étais dans un week-end avec des amis, et la femme d'un copain, elle était sa principale bras droit, assistante pendant la carrière de Barnier. Et puis elle dit, il est pensionné maintenant. Je lui dis en rigolant, lui de venir au congrès, hein. Et puis on continue le week-end. Et le lundi, elle me dit, je vois Barnier mercredi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Et voilà. Boum. Saisir des opportunités. C'est la vie. Moi, c'est génial. J'adore saisir aussi. ça. J'adore aussi. Si on peut revenir au début, ça c'est... Ça boucle la boucle, c'est ce que tu dis. Il faut être aware tout le temps et dire, ça c'est bien, ça on peut faire, ça on peut garder. Et comme tu dis, on fait le tri, on en a 10, on en a 15, on en a 20, il y a quelque chose qui prend... Le congrès, on monte la barre, il faut continuer à améliorer, à enrichir, à ce qu'il y ait encore plus de monde qui vienne, qu'on continue. C'est un grand moment, je crois que tout le monde considère que c'est l'event, donc on doit le continuer, on va, parce que je crois que c'est beaucoup de travail, vraiment énormément de travail. Oui, d'ailleurs, il est déjà en cours, comme vous venez de le dire, donc tous les deux. Oui, mais mes collègues français c'est des congrès à des dimensions, c'est 2-3 000 personnes, ils préparent 2 ans à l'avance, donc ils sont déjà... Leur prochain congrès, c'est à Montpellier en novembre, mais ils sont déjà il est quasi bouclé, ils sont dans le congrès d'après, hein, donc voilà, et je voyage beaucoup, je vais beaucoup à des congrès, des choses comme ça, et donc Torres, je l'ai piqué une réunion, Yann Covici aussi. Enfin, c'est des gens que je vois ailleurs, je dis hop, je note.
et parfois, il y en a, je ne citerai pas les noms par charité, il y en a, parfois, je ne vais pas citer quelqu'un, mais j'ai été, je vais dire, à Marie, je vais la voir, elle, et je la prends. Son exposé était tellement lamentable. Ah, oui, je comprends que je ne cite pas. Voilà, je me suis dit, pas la faire venir. Pas possible. Voilà, donc, voilà. Donc, je vais me faire taper sur les doigts par Marie parce que je sais que le rendez-vous suivant arrive. Mais c'est pas moi qui ai rendez-vous avec Patrick, donc... Je vais quand même dire à ceux qui nous écoutent que s'ils n'ont pas assisté aux exposés d'Olivier Torres, d'Hugues Berzini, de Jean-Marc Jancovici, ils peuvent, pour Olivier Torres, revenir l'année prochaine. Oui, pour les autres, ils peuvent écouter les épisodes qu'on a enregistrés. Et moi, je saisis quand même la perche que tu m'as tendue au sujet de la fin de carrière. Pas pour te demander s'il y a quelqu'un de pressenti, pas pour te demander la date exacte, mais moi j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu vas faire après, Patrick? Ah, tu ne l'avais pas vu venir. Qu'est-ce qu'il va faire, Patrick Cohert, quand il va récupérer quand même quelques heures par semaine? Je vais... il n'y a pas encore réfléchi. Non, si. je vais dire, j'ai énormément de... Il y a un truc que j'aimerais bien faire, parce que j'ai ça en cours et j'ai commis un peu, mais pas assez. Je voudrais écrire quand même. Ah oui. Continuer à écrire, et j'ai quand même quelques idées de bouquins, des morceaux. En BD ou en bouquin? Non, je dessine pas bien. Je dessine pas bien. Mais tu peux faire comme Jancovici et te trouver un dessinateur. Tu sais que l'IA commence à faire... Peut-être. Non, mais j'ai écrit j'ai un scénario que j'ai commencé à écrire quand AXA a repris la Winter Tour, donc tu vois que ça date. Ouais, j'ai connu. Et ça, c'était l'histoire de comment les assureurs, donc c'est de la politique fiction, je vais dire, style roman, thriller, quoi, comment les assureurs se sont partagés le courtage. Ok. Et, politique fiction. Politique fiction, oui, parce que c'est ou une uchronie, ou tu le mets comme tu veux, parce que c'est, je crois, quasi pas possible. Mais c'est amusant à réfléchir à ça. Et donc, j'ai un embryon de scénario que je pourrais terminer. Je vais sans doute écrire mes mémoires, parce qu'il y a trop de choses truculentes on s'en est aperçu aujourd'hui. On referait bien deux, trois... J'ai pas envie que ça se perde. Et donc, il y a garder une petite chronique, écrire, oui, ça sûrement. Un peu voyager, mais j'ai acheté une maison dans le sud. Moi, j'ai mon jardin et je veux... profiter un peu. Peut-être faire un peu de vigne ou un peu de choses comme ça. Mais oui, mais la date, elle est plus ou moins fixée, puisque c'est 2027, on le sait. Et le but est de pas... Alors, je serai sans doute remplacé, hein, c'est certain. On verra, mais c'est un peu prématuré, hein, parce qu'on sait que les overlaps sont assez compliqués, d'avoir des overlaps trop longs à ce niveau-là. Et donc, s'il faut... Moi, ma préoccupation, c'est que FEPRABEL fonctionne complètement sur toutes ces tâches sans moi. Je suis là, je supervise, j'aide, mais je voudrais arriver à ce que ça fonctionne. Marie est un bel exemple de porte-parole. On met des morceaux et vous ne changez pas ça en un coup de baguette magique au 1er janvier. Ça doit se faire au fil du temps et je suis en train de le réaliser. Je vais dire, j'ai déjà arrêté. Alors, des choses qui étaient annexes. Le problème dans le métier, c'est que j'ai plein de mandats annexes aussi, historiques, ou qui me viennent d'autres fonctions. Juge social, c'est pas un mandat FEPRABEL, mais c'est un mandat qui apporte beaucoup, parce que on a beaucoup de contacts, beaucoup d'expérience, et ça rejaillit dans le métier. Donc, ça, j'ai arrêté, je ne vais pas être remplacé. Mais tu vois, il y a un certain nombre de choses que je suis en train de passer. Et le congrès, c'est un exemple où j'ai dit, essayez ou faites-le, quoi. Allez-y. Progressivement, prendre un peu la main pour être là sans... parce que je dis, sinon, un jour, ça va être rien du tout. Et tu vas dire... Du jour au lendemain, mais ça, c'est un peu violent. Voilà, il y a beaucoup, et je fais beaucoup, et je ne demande pas, je suis encore la plus vieille génération qui travaille tout le temps. Mais j'aime ça. Donc, je vais dire, sincèrement, je préfère me mettre devant mon bureau... ou faire quelque chose que de regarder une connerie à la télé. Voilà, donc c'est pas... Je ne demande pas à être... j'ai pas besoin de beaucoup dormir, je suis bien organisé, donc ça va. Mais je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de faire ce que je fais. C'est pas possible. Et je ne le demande pas. Et croire ça, donc ça veut dire que de mettre quelqu'un comme ça, il risque d'être fort laminé, parce qu'il ne va pas arriver à tout. Oui. Et ça, c'est embêtant, parce qu'il faut quelqu'un qui s'impose et donc, il faut qu'il prenne les points. Avec sa propre personnalité. Bien sûr, et avec sûrement sa nouveauté, son changement, etc. Et donc, on verra les points faibles, ce qui manque dans le puzzle par rapport à ça. Mais
Martina, on me demande toujours, j'ai la liste de tout ce que je fais, c'est quasi public dans Principium, l'agenda, c'est ça. Toute l'équipe, il n'y a pas que moi, mais tout ce qu'on fait est public, etc. Quand on regarde le nombre de shows d'endroits, et j'ai toujours voulu ça. Ça, c'est la politique que j'ai voulu insuffler à FEPRABEL. Comme on est, quand même, sincèrement, le petit poussé dans le secteur de l'assurance en Belgique, on n'est pas Assuralia, on est la moitié de FVF, on est beaucoup plus que l'UPCA, mais c'est parce que c'est d'autres moyens, c'est d'autres moyens de cotisation. Donc on est le petit poussé. Donc le petit poussé, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit être partout et il doit être très compétent et surtout très efficace. Ouais. Moi, je suis quand même impressionné par... Et parfois disruptif, parce que ça, j'aime être... Je trouve que... Je dis, j'aime bien citer Poincaré, mais que la pensée ne doit jamais se soumettre. Elle doit surtout, à tout moment, se régénérer et réfléchir beaucoup plus ouvert que ça. Et réfléchir aussi par rapport au fondement. Souvent, dans mes négociations, je m'arrête. N'inquiétez pas, ça ne se voit pas, mais et je me dis, mais... on est emballé de ça. Qu'est-ce qui est vraiment bon ? Quelle est la bonne décision pour les courtiers ? Et pour la majorité des courtiers, parce que c'est parfois... Ouais, bien sûr. Et là, il faut vraiment se positionner là-dessus. Et pas se dire, à la limite, au plus il y a de règles, au plus il y a de législation, au mieux c'est pour FEPRABEL. Ouais, parce que ça veut dire qu'on devient indispensable. Ouais. On l'est déjà, mais on devient indispensable. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là. Mais non, j'aurais de quoi m'occuper. Là, je vais dire, tant que ce que je souhaite seulement, c'est de rester en bonne santé et surtout avec la tête, je vais dire, parce que ça, je crois que c'est important. La question n'est pas la vieillesse ou la mort, c'est l'état de santé dans lequel on est pour faire face à la vie, quoi. L'idée, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, c'est de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Le mieux possible, voilà. Oui. On va quand même clôturer, mais avant de poser les deux questions, je te dis déjà que tu es le bienvenu quand tu veux dans ce podcast, parce que je pense que tu as des heures d'anecdotes encore à partager. Mais ça va être le titre, non ? Une petite anecdote. Oui, c'est ça, une anecdote avec Patrick Coher. Marie, tu poses une des deux dernières questions ? Est-ce que tu aurais un livre, un documentaire, un film ou une BD ? Une BD à nous conseiller, à conseiller aux auditeurs. Ouais. En attendant la finalisation du tien, bien entendu. Non, oui, j'ai une BD que j'ai beaucoup aimée, mais je ne reviens plus sur le titre. C'est une leçon de vie qui s'appelle « Le jour où je n'ai pas pris l'autobus ». Génial. Moi, j'avais envie que tu proposes une BD, justement, parce que ça fait bien longtemps que j'en ai plus lu. Et le jour où je n'ai pas pris l'autobus, alors... Les 2-3 premiers, c'est toujours comme les séries. Le premier est vraiment excellent. C'est une jeune femme qui doit prendre l'autobus et qui ne le prend pas et qui change sa vie. Ah ouais. Et c'est très dessiné, très, très beau. Après, il a décliné, il en a fait 6, je crois. Les 2-3 premiers sont très, très bien. Après, ça devient un peu long comme toujours, mais il faut lire le premier. Je trouve et ça fait un peu le lien avec ce que tu disais avec les opportunités qu'on saisit, qui finalement amènent des surprises dans la vie. Et surtout, mais ça, je suis intimement persuadé que tout malheur, tout problème est toujours bénéfique. On en tire toujours quelque chose. Mais ce qu'il faut, c'est pas... Il faut réfléchir et on peut... on doit toujours rebondir et voir les choses positivement. Je crois que ça, c'est fondamental. Sinon... Écoute, moi, c'est un peu aussi ma philosophie de vie. En tout cas, une des choses que j'ai en tête, à un point tel que je commence tout doucement à y arriver au moment même où ça arrive. Parce que avant, il faut quand même parfois processer un peu, se dire, et puis finalement se dire, bon allez, finalement, c'est pas si grave parce que grâce à ça. Et quand on est vraiment imprégné de ça, on finit par ne même pas avoir le temps d'être abattu par et de se dire tout de suite, ok, comment est-ce que je peux transformer ça en une belle opportunité. Donc ça, j'adhère. Allez, la toute dernière, c'est promis, puis on te libère. C'est simplement un invité que tu pourrais éventuellement nous conseiller. On essaye de faire un peu ce partage d'un invité à l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un du monde de l'assurance complètement en dehors qui te paraît justifier un passage derrière ce micro, quelqu'un qui aurait quelque chose à partager? Je te dis, un peu comme dans l'optique FEPRABEL, on invite à la conférence des gens qui, a priori, n'ont rien à voir avec le monde de l'assurance, mais finalement, ils ont apporté un éclairage incroyable. Donc voilà, est-ce que tu as un nom qui te vient en tête d'un homme ou d'une femme à inviter dans ce podcast, de ta part?
Si tu ne l'as pas de suite, tu peux me le recommander par la suite et on le recevra de ta part. Hein. Quelqu'un que j'aime beaucoup, quoiqu'il est fort bavard, et qui a une magnifique expérience et que on a débuté notre carrière ensemble et on a continué ensemble et on se voit encore et c'est quelqu'un vraiment que j'adore. C'est Jean-Marc Delporte. Ok. Qui était le premier président de l'Office de contrôle des assurances. D'accord. Et puis il a une carrière quand même remarquable, un carnet d'adresse remarquable. Il a beaucoup de choses à dire. Inspecteur des finances, il a terminé comme président du SPF Économie. Il est encore président du jury de trophée de l'assurance, donc il est quand même toujours actif. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui d'une analyse qu'il a faite sur le budget et le prochain gouvernement et comment faire évoluer les choses. J'espère qu'il va me faire un article. Le message est lancé. Ah, génial. Mais non, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'anecdotes, beaucoup d'idées, qui a connu beaucoup de monde. Et vu l'actualité politique du moment, c'est peut-être bien que j'essaye de le recevoir sans trop tarder, parce qu'à mon avis, il a des choses à dire. De ma part, il viendra. Ah, la classe. Si tu veux, je crois que je le vois la semaine prochaine. Je peux tu peux déjà lui en dire un mot. Ça, c'est magnifique. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a une très belle carrière dans l'assurance, qui a toujours été très correct et loyal. On a bien travaillé quand il était avocat. On a bien fait avancer les choses et j'ai gardé quand même de très bonnes relations amicales avec lui. Et magnifique. Il apportera quelque chose. Merci beaucoup pour le coup de pouce. Tu vas avoir merci aussi pour le temps consacré. Beaucoup de travail. Non, mais si tu dois citer toutes les personnes que Patrick a citées on va citer toutes les personnes dont tu as parlé. On va essayer de résumer les thématiques. On va essayer de on va demander peut-être un petit coup de pouce à ChatGPT pour faire une petite synthèse de l'épisode pour la description. Mais vraiment, merci pour le temps. Merci encore, je l'ai dit aussi à Martine hier, de m'avoir permis, avec la franchise en prime, d'organiser ce studio éphémère à l'occasion du congrès. On est déjà candidat pour l'année prochaine, on en parlera à l'occasion, mais c'était vraiment très épanouissant. J'espère que vous avez aussi tous apprécié les épisodes qu'on a diffusés, et donc rendez-vous dans un prochain épisode. Merci encore Patrick. Merci pour le travail, l'image et avec plaisir. La pérennité que tu donnes à nos actions. Merci. Magnifique. Merci beaucoup.